Si vous voulez bien, nous allons reprendre le cours de nos travaux. Nous franchissons gaillardement la deuxième moitié du Moyen Âge, la totalité de l'Ancien Régime, qui vont rester des terrae incognitae pour nous et pour la recherche. Ce sont autant d'aventures possibles pour les années à venir concernant Dreux, et nous nous dirigeons directement en direction de la fin du XVIIIe, début du XIXe siècle, pour une métamorphose qui est la transformation très rapide d'un lieu en nécropole familiale, lieu de mémoire à la fois familial et politique. Et Grégoire Franconi a l'intention d'aborder cette question sur 2 siècles, le XIXe et la première moitié du XXe siècle. Je vous laisse la parole. Merci, Monsieur le Président, et merci beaucoup au comité d'organisation de ce beau colloque de m'avoir fait l'amitié de m'inviter pour parler cet après-midi de Dreux, lieu de mémoire orléaniste. En novembre 1783, après avoir cédé Rambouillet à Louis XVI, le duc de Penthièvre, qui est le petit-fils de Louis XIV de Madame de Montespan, prend la décision du transfert des cendres de sa famille depuis les caveaux de Saint-Lubin de Rambouillet jusqu'à Saint-Étienne de Dreux. En 1957, ce sont les cendres du duc de Guise, qui est né 150 ans après son aïeul Penthièvre, qui sont à leur tour transférées du Maroc vers l'Eure-et-Loir. L'histoire contemporaine du domaine de Dreux est ainsi une histoire de déracinement, une histoire d'exil, autant qu'elle est le résultat d'une volonté dynastique forte, qui est de rassembler les corps d'une même famille en un seul mausolée. Or, cette démarche n'était en rien habituelle à la fin du XVIIIe siècle. Ni les Condé ni les Conti n'avaient de véritable sépulture familiale, et inhumés au Val-de-Grâce depuis 1694, les Orléans, au final, n'iront fait déposer que 9 dépouilles. D'ailleurs, dans ses dispositions testamentaires, en 1785, c'est à Saint-Sulpice de Seine-Port que le duc d'Orléans, grand-père de Louis-Philippe, avait voulu être inhumé. Ainsi, la piété familiale Penthièvre, puis l'élaboration complexe d'un mausolée Orléans au XIXe siècle et au XXe siècle, témoignent de l'importance accordée à Dreux, au lignage et à sa commémoration. C'est un lieu de célébration d'abord de messes obituaires pour le salut des princes. Elles sont également des lieux de mémoire politique qui élucident le rapport des Orléans à la Révolution, à la royauté capétienne et enfin, bien sûr, à la dynastie qui est née en 1830. Donc l'objet de cette communication est par conséquent d'étudier la manière dont ce triple héritage a été scénographié à Dreux. La riche documentation offerte par le fonds bien connu de la Maison de France invite à sonder ces strates successives qui ont donné à Dreux toute son épaisseur mémorielle. Et ceci entre 2 moments travaillés par l'imaginaire politique, les massacres de septembre 1792 qui ont forcé Penthièvre à aller rechercher la tête de la princesse de Lamballe pour l'inhumer à Dreux, et les résultats du référendum de septembre 1958 qui approuve la constitution de la Ve République et qui mettent fin à un chapitre de l'histoire de la prétendance orléaniste. Donc en septembre 1792, le duc de Penthièvre était à Bizy avec sa fille, la duchesse d'Orléans, récemment séparée de Philippe Égalité, lorsqu'il apprend la mort de la princesse de Lamballe, sa belle-fille. Nous avons ici un tableau évidemment antérieur à la Révolution, la tasse de chocolat qui représente le duc de Penthièvre à gauche, au centre la princesse de Lamballe et derrière elle la future duchesse d'Orléans. C'est intéressant parce que ce tableau illustre ce qu'on pourrait appeler une sorte de légende dorée de la famille Penthièvre qui est unie dans les bonheurs, l'intimité domestique. Alors que précisément, c'est une mémoire plutôt horrifique qui, dès 92, s'est construite autour de la tête suppliciée de la princesse. Les travaux de l'historien Antoine Debec ont montré combien des récits fantaisistes, après la Révolution, ont développé toute une légende noire d'un corps souillé, outragé, pour mieux dire en fait leur rejet de la Révolution. Il parle, je cite, d'un acharnement narratif. Et en fait, c'est très intéressant par rapport à Dreux, parce que ces récits-là accréditaient
dès le début du XIXe siècle, la croyance selon laquelle la tête de la princesse de Lamballe avait été déposée à Dreux. On a plusieurs témoignages, par exemple les pseudo-mémoires de Joseph Weber, le frère de lait de Marie-Antoinette. En tout cas, ces récits entretiennent l'idée que Penthièvre a réussi à déposer à Dreux la tête de Lamballe. Or, on sait que les requêtes ont toutes échoué. D'ailleurs, à la Convention, Claude Bazire, qui est conventionnel, dénonce les manœuvres du duc de Penthièvre parce qu'il se trouve que la loi de la Jeune République interdisait l'inhumation hors de la commune de décès. Et ça explique précisément pourquoi le duc de Penthièvre, qui décède à Bizy, est enterré à Dreux dans la clandestinité le 4 mars 1793. Cette mémoire immédiate, fantasmatique, en partie des outrages subis par Lamballe, est en fait validée par la profanation des tombeaux à Dreux en 1793, au mois de novembre, suivant le processus qui est accompli auparavant à la basilique de Saint-Denis. Le procès-verbal d'exhumation, le 21 novembre 1793, fait mention de 10 corps qui ont été rejetés dans le jardin, vous voyez, plus au nord de la chapelle, dans le jardin des Chanoines. En 1808, les pseudo-mémoires de Forter, valet de chambre du duc de Penthièvre, s'inquiètent du sort de cette tête de la princesse de Lamballe et concluent que personne n'a connaissance qu'elle ait été apportée à Dreux, ce que confirme le procès-verbal en 1821. En fait, on s'aperçoit que toutes ces incertitudes menées par l'entourage de la princesse de Lamballe au sujet de sa tête ont finalement nourri une mémoire hostile à la famille d'Orléans. Encore en 1848, en fait on le voit dans multiples textes dès la Restauration, je prends là un exemple, un dénommé Zeg, qui reprend cette rumeur complètement infondée, selon laquelle le régicide Philippe Égalité aurait lui-même orchestré le massacre de sa belle-sœur pour accaparer l'héritage, chose qui était tout à fait impossible, mais qui est un discours qui revient sous la Restauration et la monarchie de Juillet, en fait, comme accusation pour entacher le nouveau régime. Cette malveillance explique sans doute ce qu'on pourrait appeler l'oubli mémoriel de la princesse de Lamballe à Dreux, ce qui est en fait très curieux, parce qu'il se trouve que l'aumônier de Marie-Amélie, qui est plus tard le doyen de la chapelle royale de Dreux, était le confesseur de la princesse de Lamballe. Or, à Dreux, il n'y a ni cénotaphe, ni messe célébrée à sa mémoire. C'est à Saint-Leuf qu'un de ses serviteurs fait célébrer une messe obituaire, serviteur d'ailleurs qui a essayé, on a les traces dans les archives, d'obtenir sans succès une place à Dreux en 1821. Cette mémoire refoulée de la princesse de Lamballe est un peu le miroir de la mémoire refoulée de Philippe Égalité, dont le souvenir est absent de l'espace des morts, refondé à Dreux par sa veuve en 1816. Dès son retour d'exil, c'est quasiment ses premières intentions, en 1814, elle se rend à Dreux pour racheter le domaine qui a été donc vendu en 1898, dépecé, et qu'elle rachète finalement en 1816. À l'inverse de la crise iconoclaste dont j'ai parlé tout à l'heure, de la profanation des tombeaux, c'est au contraire à Dreux une démarche qu'on appelle réparatrice, pour renouer la chaîne des temps. Et à ce titre, le domaine de Dreux, le domaine reconstitué, plus globalement, appartient à cette topographie de l'expiation décrite par la monarchie restaurée, dont la carte mémorielle fait figurer le temple, Vincennes pour le duc d'Enghien, la conciergerie et bien sûr le cimetière de la Madeleine, rue d'Anjou, pour la chapelle expiatoire à partir de 1815. Donc on voit un peu le contexte, là, un contexte parisien de l'expiation, d'une géographie des larmes, dans lequel la duchesse douairière d'Orléans, mère de Louis-Philippe, fait construire à Dreux, sur les ruines du patrimoine de famille, une chapelle expiatoire. C'est donc en victime de la Révolution, et non pas en veuve de régicide, qu'elle demande à l'architecte Cramail une nouvelle chapelle qui, on le voit, en fait, est décentrée par rapport à la collégiale, puisque, selon ses préconisations contre les conseils de l'architecte, la nouvelle chapelle de Dreux est construite à l'emplacement de la profanation de 1793, dans la même logique qui est suivie à Paris à la chapelle expiatoire. Stylistiquement, c'est assez proche des préconisations de Fontaine et Percier à Paris, un esprit nostalgique de la Renaissance française. C'est aussi une inspiration sans doute de la chapelle d'Annette, qui était aussi dans le patrimoine des Penthièvre et qui est rachetée par la famille en 1820.
Les matériaux, là on a parlé ce matin, proviennent de propriétés familiales à Dreux, mais aussi à l'abbaye de Coulon et surtout à la Ferté-Vidame, de telle sorte que, en quelque sorte, dans sa matérialité même, la chapelle Saint-Louis est le résultat de l'histoire familiale, de son histoire architecturale. En tout cas, en l'absence de caveau Orléans, et la maquette que je vous présente, qui est aussi bien connue, est documentée aux Archives nationales, puisqu'on a les papiers qui montrent que l'architecte, ne voulant pas se déplacer trop souvent depuis Paris vers Dreux, envoie cette maquette en plâtre pour que les maîtres d'œuvre puissent construire cette chapelle néoclassique. Cette nouvelle chapelle n'est donc pas à l'origine un caveau Orléans, mais elle le devient. C'est un mausolée, on pourrait dire, matrilinéaire pour les Orléans, donc leur famille maternelle, les Toulouse-Penthièvre. Et ça devient progressivement, en fait, une nécropole de famille. Nous avons en 1818 une fille de Louis-Philippe, mademoiselle de Montpensier, qui est inhumée dans la chapelle encore en construction. C'est ici un projet de tombeau qui n'a jamais été réalisé par François Milhomme. En 1822, c'est la duchesse de Bourbon, sœur de Philippe Égalité, mère du duc d'Enghien, qui est enterrée à Dreux. Et en 1828, un fils de Louis-Philippe, Charles d'Orléans. C'est intéressant aussi parce que les Bourbons, au même moment, réinvestissent Saint-Denis, avec les funérailles du prince de Condé, le duc de Berry, puis Louis XVIII. Les Orléans, désormais, abritent leurs morts à Dreux et partant en font le réceptacle de la mémoire de famille. C'est un lieu de mémoire qui s'adapte aussi à une crise iconoclaste, une nouvelle crise iconoclaste, en 1831, lorsque l'on fait retirer les fleurs de lys des espaces de représentation partout, sur le sceau de l'État, en architecture, dans les palais. C'est le cas aussi à Dreux, où les fleurs de lys sont retirées des catafalques pour les messes obituaires. On voit pourtant ici, sur les voussures, 10 ans plus tard, vers 1844, qu'elles réapparaissent aux armes d'Orléans et de Penthièvre, parce que précisément, nous sommes à un moment dans l'histoire de la chapelle où Louis-Philippe scénographie l'incorporation de son régime à la royauté capétienne. Donc c'est un second temps dans l'histoire de la chapelle où Louis-Philippe, duc d'Orléans, est devenu roi des Français, et de même qu'il a quitté le palais royal en 1831 pour les Tuileries, on s'attend à ce qu'un jour, il réinvestisse Saint-Denis en délaissant Dreux. Or, en 1839, au décès de Marie d'Orléans, il est finalement décidé d'inhumer la princesse dans la chapelle Saint-Louis. Et ce n'est absolument pas une improvisation. En fait, et je renvoie aux travaux d'Anne Dion, dès avant 1839, Louis-Philippe et Marie d'Orléans avaient déjà l'intention de remanier la chapelle dans le goût néo-gothique. En fait, on pourrait dire que la mort de Marie d'Orléans et de son frère, le prince royal, en 1842, accélère un projet qui était déjà en gestation. Cette démarche, on le voit très bien sur la photographie, est d'habiller le monument néoclassique d'un manteau néogothique. On le voit aussi très bien sur le plan. La chapelle est donc enveloppée d'un nouveau manteau architectural qui associe les styles, ce qui est une traduction plastique de l'orléanisme, qui est à l'origine une royauté hybride. Pour le dire autrement, l'éclectisme de la chapelle manifeste que le roi des Français est à la fois le fils de Saint-Louis et le fils de 1789. Par conséquent, alors même qu'il s'éloigne de Saint-Denis, trop attaché au souvenir des Bourbons, Louis-Philippe crée à Dreux un monument récapitulatif qui fait coexister différentes expériences esthétiques. En même temps, au même moment qu'à Versailles, il fonde un musée pour résumer et achever l'histoire nationale. Donc en dépassant les clivages politiques, aussi bien à Versailles qu'à Dreux, il accomplit cet assemblage un peu bigarré dans les styles qui incorpore son règne à la longue histoire de la monarchie française. Cet édifice est le premier édifice néo-gothique en tant que tel vraiment en France, Hautecombe étant en Savoie, donc hors des frontières à l'époque de la France. Mais c'est plutôt donc un monument hybride que purement néo-gothique qui fait mémoire de plusieurs traditions stylistiques nationales. Donc c'est un propos historiciste qui doit ainsi montrer que Louis-Philippe est celui qui parachève les styles de la nation. On voit sur cette lithographie, à peu près vers 1842, l'aspect de la chapelle en cours de remaniement par l'architecte Lefranc. On distingue encore très bien l'architecture néoclassique, qui est ceinturée désormais d'une galerie ajourée,
avec des baies ogivales, et sur la chapelle de la Vierge, en abside, qui englobe l'ancien chevet, on voit bien la flèche gothique. Comme pour l'architecture, l'ornementation, le décor intérieur et aussi extérieur, qui est confié en 1844 aux ornemanistes Liénard et Knecht, a l'ambition, là aussi, d'associer ornements classiques et ornements gothiques. Dans la chapelle haute, plutôt l'ornementation de la tradition académique, rosaces, pavots, trophées, rinceaux, palmettes, et dans la chapelle basse, plutôt un lexique ornemental du gothique, trilobe ou fleuron. De même, la réinvention du tombeau à gisant reflète là aussi à la fois le goût contemporain pour une œuvre moderne, innovante, et la volonté de s'enraciner dans un passé révolu dont le roi tire de la légitimité. En effet, par ces gisants, il inscrit sa lignée dans une longue histoire, celle des premiers Valois, à qui il reprend ce modèle funéraire, à défaut de rejoindre les Valois finalement à Saint-Denis. On sait que Pradier, dont le ciseau avait déjà sculpté en 1839 pour Versailles une statue couchée du comte de Beaujolais, le frère de Louis-Philippe, est chargé des gisants de deux de ses enfants. Ici, j'ai choisi de vous montrer cette image qui était dans un volume de dessins conservé par la reine Marie-Amélie. Plutôt le gisant de la mère de Louis-Philippe. C'est très intéressant parce qu'elle n'a jamais connu la Révolution de 1830, mais elle est représentée par Barre en véritable reine-mère, c'est-à-dire couronnée avec un long manteau fleur-de-lysée, parce que par cette représentation, comme celle d'ailleurs du prince royal avec son gisant par Pierre Loison, Louis-Philippe veut montrer qu'il incorpore sa famille dans la mémoire d'une longue royauté médiévale, une royauté en fait d'avant la monarchie absolue, une royauté idéalisée qui est censée être celle des libertés. C'est évidemment en miroir, il parle de son propre régime. Aussi, le cycle iconographique dédié à Saint-Louis, dans la chapelle basse, établit-il tout ce jeu de correspondance finalement assez clair et assez limpide entre le roi juste et pieux et croisé, et de l'autre côté le roi constitutionnel, le roi selon la charte, le roi du musée. Je vous ai montré ici un exemple, le vitrail, alors ici c'est le carton, d'après Delacroix, et d'après son tableau qui est conservé au musée de Versailles. C'est très intéressant parce qu'en fait, ce tableau est comme un manifeste de l'orléanisme. Après tout, Taillebourg, c'est la victoire du roi Louis, remportée avec le peuple contre les grands, la victoire d'un roi des Français contre l'ordre ancien, un peu comme la statue de Marie d'Orléans de Jeanne d'Arc, dont la réduction est aussi à Dreux. C'est une image du régime qui est donnée, une image du salut dynastique, avec Jeanne d'Arc, l'héroïne d'Orléans sauve la nation. Par le vitrail également, il faut lire Saint-Ferdinand et Sainte-Hélène à côté, par le vitrail, Louis-Philippe inscrit aussi sa famille dans un horizon hagiographique. La mémoire de la sacralité royale, cette fois-ci, est réactivée à Dreux pour installer les Orléans dans une longue histoire providentielle et dans le temps long d'une histoire lignagère édifiante. Les travaux de Jacques Foucard ont bien montré que cette image est d'abord travaillée par les représentations de Saint-Louis, Saint-Philippe et Sainte-Amélie, et ça intègre dans un second temps d'autres images princières, et c'est très cohérent, de Eu à Careil en passant par Neuilly et Dreux. Il s'agit ici des cartons pour Neuilly, qui marquent une grande innovation par la confusion, vous voyez très bien, volontaire, entre l'image sainte et le portrait royal, puisqu'en fait les princes ici prêtent leurs propres traits à leur saint patron. À Dreux, c'est donc Louis-Philippe qui a choisi de remployer une partie des vitraux de Neuilly, notamment pour Saint-Philippe, donc cette image saisissante du roi des Français qu'on reconnaît très bien ici auréolé en tant que Saint-Philippe. C'est montrer qu'il est entouré à Dreux des saints protecteurs des Capétiens, avec par exemple Saint-Rémy de Reims, qui est également en image vitrée, soit jusqu'aux origines de l'histoire nationale. On voit aussi, donc, je vous ai montré simplement cette généalogie pour vous montrer
d'autres inhumations à Dreux dans ces années 1840. Le prince de Conti, mais aussi les cendres du régent, puisque son cœur avait été récupéré en 1814, déposé à Saint-Roch, et finalement déposé donc en 1841. Ça montre qu'il y a aussi la volonté de rassembler, même à une parenté élargie, la famille à Dreux, mais aussi dans une intention prospective, puisque Louis-Philippe prévoit des tombeaux vides, pour l'instant donc des cénotaphes, mais en vue de sa descendance. Dreux est enfin un lieu de mémoire de la dynastie, puisque cette nécropole dynastique est devenue, après 1848, un lieu de mémoire d'abord des adieux de Louis-Philippe à la France après la Révolution. La famille royale est arrivée à Dreux dans la nuit du 24 au 25 février 1848, et c'est à Dreux que les Orléans apprennent l'échec de la régence de la duchesse d'Orléans et la proclamation du gouvernement provisoire. Alors, je n'ai pas d'image de leur nuit à Dreux, mais en revanche, la reine Marie-Amélie avait conservé cette image de la maison de Honfleur, sur laquelle il y a une plaque aujourd'hui, qui est l'une des stations de l'exil de Louis-Philippe vers l'Angleterre, donc avant son départ, depuis le Havre, le 2 mars 1848. C'est intéressant de voir que Penthièvre avait quitté Rambouillet avec ses morts, sa fille proscrite les a rassemblés dans un mausolée, et son petit-fils lui fait, à Dreux, donc, ses derniers adieux avant de quitter la France de façon définitive. Il se trouve qu'ils étaient en deuil de Madame Adélaïde. Ils font aussi le deuil du régime de Juillet, mais pas le deuil de leur souveraineté. En effet, l'exil ouvre aussi pour les Orléans un nouveau chapitre politique, celui de la restauration monarchique. Donc c'est un lieu de mémoire qui, par ses sépultures, on comprend bien, donne incarnation à l'idée dynastique, par-delà la mort, mais ça devient aussi un espace identitaire pour les orléanistes qui vont venir en pèlerinage à Dreux. Le domaine est surtout géré en attente du retour du comte de Paris, prétendant orléaniste depuis 1850, et de même que le premier souci de Louis-Philippe avait été de conserver ses archives, de les récupérer en Angleterre, parce que c'est la source de la mémoire, donc de la légitimité. De même, ses descendants forment le vœu de réinvestir la chapelle pour continuer d'y écrire leur histoire dynastique. Ainsi, en 1871, c'est l'administrateur de Dreux, le député orléaniste Édouard Baucher, qui reçoit chez lui à Versailles les princes de retour d'exil, le duc d'Aumale, le prince de Joinville, qui sont donc les premiers à revenir en France. Et c'est donc ici, à Dreux, enfin ici, à côté de la chapelle royale, que ces princes affirment souhaiter la restauration de la royauté, mais sans compétition des légitimités, des prétendances, selon les termes de ce qu'on appelait la fusion dynastique, qui était encore balbutiante, mais qui en tout cas encourage les députés à voter la fin de la loi d'exil en 1871. En juillet, par conséquent, le comte de Paris est dans la capitale. Très vite, plusieurs inhumations ont lieu à Dreux, en raison des décès dans la famille, en 1872, 73, 74. J'ai mis cette image qui est en fait très semblable aux autres, puisqu'à chaque fois, l'inhumation a lieu dans une certaine intimité familiale, uniquement en présence des autorités locales. Donc là, c'est la pompe funèbre pour le duc de Guise. Très peu de temps après, ce sont les infants d'Espagne, fils du duc de Montpensier, qui sont inhumés. Et pour eux, Aimé Millet est chargé du marbre funéraire. Et c'est intéressant parce que par la sculpture funéraire, il y a comme un pont qui est dressé de 1848 à 71, puisque c'est Millet à la fois qui réalise les nouveaux gisants et qui est chargé du gisant de Madame Adélaïde. Pour ces mêmes raisons de continuité dynastique, en 1876, le comte de Paris ramène depuis l'Angleterre les cendres de Louis-Philippe et de Marie-Amélie pour les inhumer à l'emplacement qui avait été prévu. La translation donc, a lieu sans grande publicité, mais il faut voir aussi que le contexte a changé. Nous ne sommes plus en 1873, mais en 1876. Les orléanistes, enfin les royalistes en général, ont eu moins de succès aux élections législatives, qui est un premier échec dans la Restauration. Ça signifie que cette cérémonie funèbre a lieu précisément au moment où le régime républicain semble s'enraciner. Donc paradoxalement, pour le dire autrement, la translation des cendres de Louis-Philippe vers Dreux intervient précisément au moment de l'échec de la Restauration.
De la même façon, 3 ans après la mort du comte de Chambord, donc 3 ans après, ça fait 1886, à la suite du mariage d'Amélie d'Orléans, une seconde loi d'exil est votée. La loi est votée en juin. Or, c'est en août qu'est déposé à Dreux, ce que vous avez ici sous les yeux, le tombeau par Antonin Mercier. Ça veut dire que le fondateur de la dynastie est commémoré à Dreux par un petit-fils à nouveau en exil, par un roi sans couronne. Donc, les oncles de ce dernier sont inhumés à Dreux à la suite de ces événements, puisque la loi d'exil ne concerne que les chefs de famille et leurs fils aînés. Donc le duc d'Aumale, le duc de Nemours, le prince de Joinville. Or, dans l'histoire de l'orléanisme, c'est un moment clé, parce que ces tombeaux de Dreux qui sont dressés pour ces 3 princes que je viens de citer s'érigent à un moment de basculement idéologique du royalisme français. En effet, avec la disparition des fils de Louis-Philippe, se clôt évidemment la période directement liée aux expérimentations de la monarchie de Juillet. Et cette période, elle est suivie par un autre compagnonnage, celui du duc d'Orléans, fils du comte de Paris, avec l'Action française. D'ailleurs, c'est un sculpteur maurassien, Réal Delsarte, qui réalise en 1935 la statue couchée du prince. C'est un nouveau contexte, et donc on comprend bien pourquoi, en 1931, la translation des cendres du duc d'Orléans, décédé à Palerme, pose problème pour le gouvernement. 1 an plus tôt, il y a eu une belle exposition à Dreux il y a peu. Le second gisant de la duchesse d'Alençon, par Valin, n'était pas de nature à troubler le gouvernement. En revanche, l'inhumation à Dreux est beaucoup plus délicate pour le prétendant au trône. La translation a lieu au mois de mai 1931, 1 mois donc après le mariage à Palerme d'Henri, comte de Paris, avec Isabelle d'Orléans-Bragance. Le gouvernement français a donc parfaitement conscience que la cérémonie de 1931 à Dreux pourrait entraîner une mobilisation royaliste. C'est la raison pour laquelle le Conseil des ministres a exigé que le cortège funèbre évite Paris pour conserver à cette cérémonie un caractère strictement privé. Plus généralement, la Maison de France également craint des débordements des militants. C'est le signe de quelque chose qui est un fil rouge dans l'histoire de Dreux, une hésitation entre l'événement privé et la communication politique. Et c'est aussi une tension, autre, nouvelle à l'époque, entre les princes et l'Action française, puisque la rupture est consommée avec Maurras en 1937. 20 ans plus tard, enfin, alors que la loi d'exil a été abrogée, donc une seconde fois, en 1950, les cendres du duc de Guise peuvent rejoindre les caveaux de Dreux. On voit bien que, comme dans les années 70, le retour des princes déracinés sur le sol national est accompagné à chaque fois d'une translation vers le mausolée pour réaffirmer l'identité de famille. Ce voyage depuis le Maroc, accompli au mois de mai 1957, a lieu entre 2 cérémonies de mariage à la chapelle de Dreux, celui en janvier d'Hélène d'Orléans avec le comte de Limbourg, et celui en juillet d'Henri d'Orléans avec Marie-Thérèse de Wurtemberg. C'est très important parce que ces événements de famille renouvellent l'image de Dreux comme lieu identitaire, emblématique de l'orléanisme. Alors j'ai choisi deux images qui sont très intéressantes parce que donc, nous sommes en juillet 57, 1 an après, donc 56, le mariage de Grace Kelly à Monaco, et c'est quasiment la même image pour la une de match, le même cadrage. Et c'est intéressant dans la presse, de l'histoire de la presse monarchiste, parce que finalement, on arrive à un moment où certains périodiques royalistes perdent leur lectorat ou disparaissent, et de plus en plus, c'est cette presse mondaine, qui n'est pas encore une presse people, qui va relayer les informations concernant la famille de France. Par ailleurs, on voit que dans Jour de France, il est parlé du dauphin de France, puisque Jour de France était un périodique de Dassault dont la rédaction était notoirement royaliste. Le mariage donc, du comte de Clermont correspond en fait au dernier feu du grand monde aristocratique qui, dans les décennies suivantes, va connaître un autre type de sociabilité. C'est aussi un ultime moment médiatique de l'orléanisme politique, puisque sont invités aux noces du prince Henri à Dreux Daladier, Pinet, Mendès France, Edgar Faure, tous les présidents du Conseil qui aussi fréquentaient à Loussienne le comte de Paris. Et c'est très important dans l'histoire de l'orléanisme parce que ces réceptions ont encouragé aussi le prince à croire en son destin politique, à ses espérances de dauphin du général de Gaulle après 1958. Donc 58 est un peu
une année clé dans cette perspective, puisque le comte de Paris organise la translation des cendres de son grand-père maternel, le comte de Paris, décédé en exil en 1894. Donc pour conclure, on voit que c'est ce contexte à la fois d'un déclin du royalisme en France et en même temps l'émergence d'une république monarchique gaullienne que cette cérémonie funèbre de 1958 réitère la démarche de 1976, lorsque le comte de Paris avait lui-même ramené depuis l'Angleterre les cendres du roi Louis-Philippe. Ainsi, le prétendant au trône, sous la Ve République, perpétue à Dreux ce que l'historien américain Thomas Laker appelle le travail des morts, la façon dont la mémoire des défunts continue à forger les identités, et en l'occurrence, pour les Orléans, une identité dynastique. Je vous remercie.